Adam Hadwin arrive sur le terrain pour asperger et il se fait ramasser par un gardien de sécurité. Et j'ai capté la scène. Je peux jouer avec une tuque, mais je vais jouer en Bermuda. Ça fait partie de ma personnalité, je pense. Fait qu'à chaque lundi, René Lévesque venait dans son comté et j'avais la chance de le couvrir dans différentes activités. Il n'y avait pas peur du ridicule, si on veut, là. Il est la référence pour ce qui est de la photo sportive au Canada. Notre invité aujourd'hui a couvert des milliers de matchs des Canadiens de Montréal, des Expos à l'époque, des Alouettes, de l'Impact, sans compter ses présences régulières autour des rings de boxe et bien sûr des pistes de ski alpin, de ski acrobatique. Il est aujourd'hui le photographe attitré pour Golf Canada et c'est aussi mon seul ami qui est maintenant membre de l'Ordre du Canada. Je vous présente Bernard Brault. Salut Bernard. Salut Daniel. Bien heureux de te recevoir sur le plateau de Golf Le Monde. C'est très gentil de m'accueillir ici. Écoute, je veux qu'on parle tout de suite de l'honneur qui t'a été fait. Question de faire un bref survol là-dessus. Membre de l'Ordre du Canada. J'ai l'impression que c'est arrivé un peu champ gauche dans ta glorieuse carrière de plus de 48 ans comme photographe professionnel. Mais c'est arrivé comment? Comment tu as su que tu allais être reçu de cette façon-là? C'est arrivé il y a 2 ans. J'ai reçu un appel à la maison. On me demande, êtes-vous Bernard Brault, photographe? Ben. Je dis oui. Est-ce que vous avez 15 minutes à me consacrer? Là, je me dis en arrière de ma tête, voyons, qu'est-ce que c'est qui veut me vendre? Finalement, c'est pour vous annoncer que vous allez recevoir l'Ordre du Canada. Je vous envoie un questionnaire. Je reçois le questionnaire. J'ai dit c'est vrai. Puis la cérémonie a eu lieu il y a 1 mois environ. Incroyable. Mais ça, quand tu fais le recul de tout ça, c'est un honneur ultime en ce sens où on a reconnu ta présence dans le monde de la photographie à travers les années. Est-ce que tu sais de qui ça vient? Est-ce que tu sais qui a voté pour toi? Comment ça marche? En réalité, j'ai aucune idée. C'est quelqu'un qui soumet ta candidature. Il y a un comité, ils ont accepté, puis j'en sais pas plus. Tu n'as pas refusé? Évidemment que j'ai pas refusé. Ah non, félicitations. On peut-tu être encore amis? Je pense pas changer non plus. Non, parfait. T'es un être extraordinaire. Puis je suis ravi de t'avoir comme ami et surtout comme passionné de golf sur notre plateau. Et puis j'ai envie de te poser comme première question, j'ai envie de te découvrir comme golfeur. Je te connais, on a joué des dizaines de parties ensemble au fil des ans, mais je ne sais pas comment ça a commencé pour toi le golf. Puis en fait, je te poserai une question assez précise parce que tu as amené ton appareil photo. Qu'est-ce qui est arrivé avant dans ta vie? Le golf ou la photographie? Le golf. Le golf est arrivé en premier? Oui. J'ai commencé à 16 ans. Mon père jouait au golf. Je suis devenu membre à Saint-Lambert, pas au Country Club, mais au Petit 9 Trous. Oui. J'ai joué là 3 saisons en étant membre junior. C'est là vraiment j'ai eu la passion du golf et depuis, je n'ai pas arrêté. Oui, et donc, si je comprends bien, l'intérêt pour le golf est venu de ton père, de Bob? Oui, il est venu de mon père. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé, mais je le voyais jouer. Puis j'ai commencé, moi aussi, à acheter des bâtons, puis commencer comme junior. Donc, dirais-tu que ton père était ton premier partenaire de golf ou... En fait, j'ai joué avec lui, mais j'ai joué avec des amis qui avaient mon âge, évidemment, à l'époque, là. Puis j'allais là en vélo à partir de Longueuil jusqu'à Saint-Lambert. Ah, quand même. Donc, tu te faisais un petit réchauffement, puis tu arrivais prêt. Exactement. C'est intéressant. Et là, tu disais que le golf est arrivé à 16 ans. La photo est arrivée combien de temps après dans ta vie, comme intérêt? Quelques années. Je lisais les livres d'Antoine Desilets, qui était le père de la photo de presse au Québec, qui a publié des dizaines de livres, qui en a vendu plus de 600 000 copies dans le monde francophone. Oui. Puis dans ces livres, c'était la base de la photo. Il n'y avait pas beaucoup de livres qui se faisaient à cette époque-là sur la photo au Québec. OK. Lui, vraiment, c'était le maître et je me suis inspiré de ce qu'il écrivait, puis j'ai vendu mes premières photos au Courrier du Sud à Longueuil. Incroyable. On y reviendra sur ton aspect professionnel. Je veux qu'on s'attarde vraiment à Bernard Brault, le golfeur. Donc, tu as commencé à 16 ans au club de Saint-Lambert. Est-ce que tu te souviens de quel genre d'intérêt tu portais pour le golf? Est-ce que tu étais un assidu? Est-ce que tu as pris des cours? Comment a été ton approche initiale au golf? En fait, oui, j'allais régulièrement. Puis j'ai suivi des cours au cégep à l'époque, quand j'étudiais au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Ah oui. Puis dans ma technique sportive, c'était des cours de golf que je suivais. Et tu étais comment comme élève?
Disons que j'étais pas pire, mais je pense que j'ai été jamais un grand golfeur. Un passionné, cependant. Un passionné, Ça. mais jamais un grand golfeur. Ah, ça, c'est génial. Je veux qu'on s'attarde à la suite parce que tu disais, tu parlais de Saint-Lambert, mais tu es un golfeur qui s'est quand même beaucoup promené après ça, là. Je veux dire, oui, Saint-Lambert a été ton premier point d'attache, mais après ça, tu t'es mis à parcourir la province et ça n'a pas été très long que tu as été on peut dire, une espèce de golf trotteur, de golf trotteur, là. Bien, à l'âge de 20 ans, pour quelques années, j'ai été membre à Hemingford. Ouais. Mon père était membre là aussi, parce Ouais. qu'il n'y avait pas beaucoup de golf dans la région de Longueuil qu'on pouvait jouer des terrains intéressants. Ouais. Je suis redevenu membre à Hemingford à la fin des années 80. Puis au début des années 90, j'ai arrêté d'être membre. J'ai commencé à jouer au Parcours du Cerf à Longueuil. Qui est devenu presque ton point d'attache au fil des ans. Disons que c'est pas très loin. Puis avec un 36 trous, évidemment, j'ai joué beaucoup de parties à ces deux terrains-là. On peut presque dire, sans se tromper, que c'est comme ton deuxième bureau durant la saison estivale. Disons, bien, je varie quand même maintenant. Je joue beaucoup au Château-Bromont Ouais. et un peu sur la route à d'autres terrains. Je ne suis pas vraiment attitré à aucun terrain. Comment tu te qualifierais, Bernard, comme golfeur? J'ai eu des belles années où j'étais 11 d'handicap. Oh, quand même! Disons que maintenant, je suis rendu autour de 20. Ah, c'est quand même du bon golf. C'est du bon golf. J'ai de la difficulté à casser le 90 parce que je me concentre pas vraiment. Souvent, je me concentre plus à faire des photos qu'à jouer le coup. Ah, c'est ce que j'allais te poser comme question, parce que quand tu vas sur un terrain de golf, choisis-tu le terrain en fonction du plaisir à jouer ou en fonction des photos à prendre? Bien, c'est quand même le plaisir à jouer, mais j'apprécie beaucoup faire des photos quand je vais jouer à l'extérieur, puis Ouais, quand on joue soit tôt le matin ou en fin de journée où la lumière est vraiment belle. Évidemment, j'aime beaucoup faire des photos. Alors, je reviens à ton 11 d'handicap. Quand on s'est connus en 1998, lors d'une compétition de ski acrobatique à Tremblant, en pleine crise du verglas, je me souviens que tu étais très actif comme golfeur durant la belle saison. Oui. Tu jouais à combien de parties par été, juste pour nous donner un petit aperçu, là? Mon record, c'était 143 rondes et j'ai eu 2 années de 120 rondes. C'était 3 années consécutives parce qu'à l'époque, pour la presse, je travaillais du vendredi au dimanche OK. et j'avais 4 jours de congé par semaine. Donc, c'était 4 jours sur les C'était terrains du de golf golf intensif. de avril jusqu'à octobre, en plus de voyages printemps et automne. OK, tu prolongeais ta saison, mettons, là, de janvier à décembre, puis ton 143 parties, par exemple, c'est sur 12 mois. Oui, exactement. Tu es le premier à se présenter en Bermuda. Bernard est un golfeur qui joue en Bermuda à l'année. Je pense que je t'ai jamais vu jouer en pantalon depuis que je te connais. Petite question toute simple. Le port du Bermuda, c'est pour le chaud ou c'est parce que tu as chaud? Non, pas parce que j'ai chaud, mais je dis pas que j'ai chaud ou froid, mais je peux jouer avec une tuque, mais je vais jouer en Bermuda. C'est comme C'est capotant, ça là. fait partie de ma personnalité, je pense. Ah, vraiment. Puis qu'on se voit en avril ou qu'on se voit fin octobre autour de l'Halloween, tu vas toujours dire présent, mais en Bermuda. Évidemment. C'est très rare que je vais jouer en pantalon. S'il faut mettre des longs bas jusqu'aux genoux, je vais les mettre. Mais autrement, c'est sûr que le port du Bermuda est comme obligatoire. Mais j'étais déjà avec des pantalons colorés, un peu à la John Daly, non? Disons que j'ai des pantalons un peu plus Un peu funky. flyés, là. oui. Tu as eu la chance de te promener partout à travers la province. Pendant des années, entre autres, tu as couvert les activités de la PGA du Québec, à l'époque de Jean Trudeau et des Exactement. golfeurs vedettes de l'époque. Alors, tu as vu et tu as joué beaucoup de terrains de golf au Québec. Quels sont mettons, ton top 3, là, des incontournables pour toi, à la fois comme golfeur, mais comme photographe? Bien, pour moi, le top 1, évidemment, sans contredit, c'est le manoir Richelieu. Quand tu arrives là-bas avec la vue sur le fleuve, des fois, j'ai joué à l'automne, vraiment, il n'y a pas un terrain de golf au Québec, je pense, qui a des vues aussi spectaculaires. Pour moi, c'est vraiment mon favori Ben, y a pas de au doute. Québec. Donc, j'imagine, pour toi, le photographe, c'est... C'est ça, c'est un mélange Il y a un effet wow. Alors, ça, c'en est un du top 3. Un deuxième Ben, du top deuxième, 3. un peu plus près, j'aime beaucoup le Château-Bromont. Encore une fois, il y a la montagne. Oui. On a joué en début de saison avec la neige Ah, sur le les contraste pistes. vert Oui. et blanc, ben oui. Puis à l'automne, évidemment, les couleurs, c'est magnifique. C'est un des terrains très spectaculaires que j'ai photographié beaucoup aussi. Ouais. Et puis, pour compléter ton top 3, tu irais avec lequel? Bien là, j'allais dire le parcours du cerf, mais c'est Ah, t'as le peut-être... droit! Oui, bien j'aime beaucoup parce que c'est pas compliqué pour moi aller jouer là. Ouais.
il y a des trous intéressants quand même. Pour moi, c'est pas avoir la qualité extrême. Évidemment, quand on joue aux États-Unis ou ailleurs, on a ça. Mais au Québec, moi, j'aime la façon de jouer des trous pas trop compliqués à se rendre puis à circuler sur le terrain. Mais dirais-tu, de par le fait que tu as beaucoup voyagé pour le travail, pour le golf, dirais-tu qu'on est en quelque part un peu gâté en termes de terrain de golf au Québec, en termes de variété, de choix? J'aimerais avoir ton avis parce que je veux dire, tu t'es tellement promené. Comment tu vois ça? Est-ce qu'on est choyé d'une certaine façon? Je dirais que oui, parce que c'est quand même pas si dispendieux jouer au golf au Québec si tu compares à beaucoup d'autres endroits aux États-Unis. Oui. Il y a quand même une belle variété. C'est sûr que sur la Rive-Sud, il y en a moins maintenant. On a perdu quelques terrains, malheureusement. Ouais. Mais je trouve que jouer au Québec, la saison, c'est de avril, souvent jusqu'à novembre. Tu peux aller à des terrains jusqu'à fin novembre, oui. Même décembre. J'ai déjà joué en décembre au Québec. En fait, il y a des parcours comme l'île de Montréal, le parcours de l'Irlande, un parcours qui est dénudé d'arbres. En fin de saison, c'est un parcours le fun à jouer compte tenu du fait qu'il n'y a pas de feuilles. Alors, on peut jouer longtemps. Là. L'avènement des nouvelles technologies dans le monde de la photo, le drone, qu'est-ce que ça a changé depuis les 3-4 dernières années dans ta vie au quotidien? J'ai l'impression que quand je regarde, mettons, tes réseaux sociaux, tu as encore beaucoup de belles photos. Mais à cela s'est ajouté le drone. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnellement? J'ai commencé à faire du drone il y a 4 ans exactement, en mois de mai 2020, pendant la pandémie. Oui. Ça faisait un bout de temps. J'avais acheté un petit drone pour ma fille, puis j'avais été un peu déçu. Je trouvais ça compliqué à faire voler. Finalement, quelqu'un m'a montré, je trouve que c'est pas si difficile. Fait que j'ai progressé avec le drone à faire des photos. J'ai fait des erreurs, évidemment, parce que les chances de le crasher sont pas mal de 100 et que ça m'est arrivé à quelques reprises. Mais depuis 2 ans, j'ai un permis avancé avec un plus gros drone. Okay. Ça me permet une meilleure qualité de photo. Ça permet de voler s'il y a plus de vent. J'aime beaucoup photographier des terrains de golf parce que c'est très graphique du haut des airs. C'est ce que j'allais te dire. Je veux dire, j'ai vu plusieurs de tes photographies sur des parcours de golf. Je veux dire, ça change tellement le regard qu'on peut porter. Ça donne un effet, une espèce d'effet de vertige. Alors, j'imagine que pour toi, il y a quelque chose de très motivant de continuer à faire des photos puis à te surpasser d'une certaine façon, parce qu'autrement, il fut une époque, à part de monter d'un hélicoptère puis prendre une photo, où il n'y avait pas d'autres options tellement, alors qu'aujourd'hui, ça te donne une grande liberté de créer autre chose. Là. Oui, parce que souvent, tu n'as pas besoin d'être très haut. Tu peux être à une dizaine de mètres. Ça donne une différente perspective. Ouais. Et même l'an dernier, j'ai poussé la chose en faisant des photos et du drone en jouant. Ah oui? Oui, mais sans tarder. Programmé ton drone et... Non, je veux dire, on attendait sur un trou, il n'y avait pas de monde derrière nous. J'ai décollé le drone, j'ai fait les photos, j'ai continué à jouer. Fait que c'est difficile de se concentrer sur le golf quand tu fais de la photo et du drone en même temps que tu joues. En fait, puis je reviens sur le fait que je te connais. Est-ce que ça t'arrive de sortir de chez vous, à part, je dirais, peut-être pour aller à l'épicerie ou faire tes courses normales, tu as toujours un appareil à ta portée? La majorité du temps, oui. Tu sais, alors que quand tu vas jouer au golf, là, tes partenaires savent très bien que tu vas avoir un appareil durant la journée, c'est ça? Oui. Tu sais, j'en fais très rapidement, discrètement, ça ne retarde pas. C'est sûr que si la météo ne coopère pas, si c'est gris, souvent, j'en fais pas. Mais s'il y a une belle journée, je fais des photos. Mais je veux qu'on parle un peu de ta vie professionnelle. Tu es maintenant retraité de la presse et c'est comme ça que tu t'es fait connaître publiquement. Tu as connu une belle carrière, de nombreux prix. Maintenant, tu es toujours aussi actif. En fait, j'ai l'impression que tu es même un peu plus actif que quand tu étais permanent à la presse. Qu'est-ce qui a changé concrètement, si on s'attarde, mettons, à tes mandats golfiques professionnels, qu'est-ce qui a changé le plus depuis que tu es retraité, entre guillemets? Mais disons que ça va faire près de 3 ans que je ne travaille plus à la presse, après 37 ans avec eux. Ce que ça change, c'est que j'ai une plus grande liberté qui me permet de choisir mes clients. Ouais. Je reçois des offres parfois et je les accepte ou non si ça m'intéresse.
Mais est-ce que tu dirais que tu prends plus de mandats golf qu'auparavant? As-tu plus cette liberté-là de faire ça? Même à l'époque que j'étais à la presse, je collaborais quand même avec Golf Canada. Donc, je prenais des vacances pour faire les tournois de Golf Canada. Je comprends. Tandis que maintenant, c'est pas compliqué parce que je sais les semaines et j'accepte. Et je fais les mandats de Future Links aussi, leur tournoi amateur, dans la région de Montréal, même à Ottawa, Nouveau-Brunswick, j'en ai fait pour eux. Fait que je fais plusieurs journées par année pour eux. À quel moment, Bernard, tu as su dans ta carrière de photographe que le sport allait être au cœur de ta vie professionnelle comme photographe? Est-ce que tu l'as décidé ou c'est arrivé de façon circonstancielle? Si tu peux La première photo publiée, Courrier du Sud de Longueuil, décembre 1976, suite aux recommandations d'Antoine Désilet dans ses livres qui disaient, bien, pour débuter, les hebdos, c'est une bonne façon de commencer une carrière. Oui. Puis c'était quoi ta photo? C'était les Sieurs de Longueuil, qui était une équipe junior B au Colisée Jean Béliveau. J'allais les photographier, j'ai imprimé les photos. Je suis allé un vendredi matin, présenter 5 photos, puis ils ont accepté au prix de 5 $ pour les 5. Le mercredi suivant, je reçois le journal à la maison, page 1 avec mon nom. Ça a été ta première photo publiée avec rémunération. Oui, 1 $ la photo. Puis j'ai continué, j'allais au siège, je proposais des photos. Puis après, là, ils ont commencé à me donner des affectations. Et à l'époque, c'était René Lévesque qui était député de Taillon. OK, avant de devenir premier ministre. Il venait d'être élu premier ministre en 1976. Ah ben oui, c'est la première année du Parti québécois, c'est vrai. Donc, le Courrier du Sud, qui était à l'époque très péquiste. Fait qu'à chaque lundi, René Lévesque venait dans son comté et j'avais la chance de le couvrir dans différentes activités. Il allait dans les cégeps et jouait au billard. J'ai des photos au ping-pong, au fer. Il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas peur du ridicule, si on veut. C'était vraiment extraordinaire de photographier parce que j'avais accès, les gardes du corps me connaissaient, puis René Lévesque faisait comme s'il n'y avait personne. Ah, c'est le fun. Bien, donc, ça nous permet de réaliser qu'avant de te consacrer au sport à 100% ou presque, tu as couvert plein de sujets. Bien, j'en ai toujours fait, même pour la presse. C'est sûr qu'avec les Olympiques, le Grand Prix canadien, j'avais beaucoup d'événements sportifs sur mon horaire. Oui. Mais j'ai fait des portraits, beaucoup de la politique, beaucoup de spectacles. Oui. C'est comme un peu le sport, le spectacle, parce que tu dois capter l'instant en 3 chansons. Et l'émotion. Et l'émotion, tu as juste 3 chansons là, tu as une dizaine de minutes pour faire tes photos. Fait que tu as intérêt à être prêt, là. C'est ça. Fait que la base de sport me permet de faire des photos de spectacles intéressantes. Mais pour revenir à ma question. Oui. C'était quoi le point tournant qui a fait de toi, comme je disais en introduction tantôt, la référence sportive dans la photo au Canada? C'était quoi ton point tournant dans le fond? Je pense que c'est les Olympiques de l'Île-en-Mer, 94. Oui. C'était mes premiers Jeux. Ça faisait plusieurs années que je voulais aller à des Jeux olympiques. J'ai réussi à convaincre la presse de m'envoyer là-bas. Et c'est les Jeux où les Québécois ont performé beaucoup. Je pense que le Canada a eu comme 13 médailles et les Québécois en ont eu 11. Fait que ça, vraiment, pour moi, c'était le coup d'envoi de ma carrière sportive. Ça a vraiment été le moment le plus important en carrière. J'ai publié un livre avec Michel Marois, les Québécois à l'Île-en-Mer par la suite. Ouais. Et j'en ai fait 12 autres Jeux depuis ce temps-là. Et tu vas y retourner d'ailleurs cet été dans un mandat différent aux Jeux de Paris. Oui, je vais être là pour le Comité olympique canadien, mais je vais être basé à la Maison du Canada. OK. Donc moins axé sur les compétitions sportives. Aucune compétition, seulement du protocole. Alors, évidemment, les Olympiques ont été au cœur de ta vie. J'ai nommé plein d'autres sports tantôt qui ont été importants aussi pour toi. Mais si tu avais à classer le golf en termes de rang, en termes, tu as fait du hockey, tu as fait de la boxe, tu as fait du baseball, tu as fait du ski acrobatique, tu as fait de tout, de la Formule 1. Mais si tu avais à classer le rang du golf, quand c'est le temps de prendre la photo, où classerais-tu le golf comme importance ou comme passion ou comme intérêt personnel? C'est dans mon top 3 des sports à photographier. C'est un sport qui est peut-être lent, mais c'est très difficile d'avoir des moments excitants parce que le terrain est tellement vaste qu'il faut que tu sois au bon endroit, au bon moment. C'est un sport très difficile, mais ce qui est intéressant, c'est que la lumière du matin jusqu'au soir, ça varie.
Donc, tu joues beaucoup avec la lumière comparativement à un sport intérieur où la lumière est uniforme. Là. Comme par exemple au Centre Bell, c'est toujours la même lumière durant le match. C'est toujours la même lumière parce que peut-être qu'au match du CF, ça peut varier parce que le match commence plus tôt. Mais autrement, les sports intérieurs, évidemment, c'est toujours la même lumière. Fait que là, tu as un challenge de lumière. Alors, donne-moi un exemple. Quand tu couvres un événement, mettons, pour Golf Canada, un omnium canadien féminin ou masculin, là, tu as amené un appareil sur la table avec nous aujourd'hui, mais c'est pas juste ça que tu apportes. Là. Tu te promènes sur le terrain, tu as quoi comme équipement pour être prêt en fonction des photos que tu as à prendre? Maintenant, j'utilise 2 appareils pareils. C'est des Nikon Z9 sans miroir, ce qui est un gros avantage parce qu'il n'y a plus aucun bruit. Parce qu'à l'époque... Tu peux pas déranger golfeur. Ben non, tu prends sur l'élan, il n'y a pas de trouble, mais avant, tu avais le miroir qui cliquait, clic, 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 clic. Je comprends. Ça, devenait très stressant quand tu étais proche au grand angle d'appuyer. Tu n'osais pas trop appuyer. C'est arrivé des erreurs, puis les golfeurs... Surtout nous les cadets ta vie, j'imagine. Ah oui, on s'est fait engueuler. Je me souviens une fois, un golfeur québécois qui jouait à l'Omnium canadien, je le photographie, mais mon deuxième appareil était sur le côté. Et ça a déclenché, clic, 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 mais c'était pas celui que j'avais, c'était l'autre qui déclenchait. Aïe, aïe. Là, tu veux mourir parce que tu es tout seul, là, près de la corde, puis le golfeur te regarde. Est-ce que tu te souviens, c'était qui? C'était Craig Matthew, un golfeur prometteur. Ben oui, qui était un très, très bon golfeur du Royal Montréal. Oui. Je pense qu'il est devenu acteur, Craig Matthew, aujourd'hui. Okay. Il a changé un peu. Je me souviens de cet événement-là. Aïe, 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 aïe. On s'est fait engueuler quelques fois par des golfeurs, mais... Maintenant... Rien de trop sérieux. Non, non. Pas, donc, avec les nouveaux appareils aujourd'hui, il y a moins de chances que ça arrive. Il n'y a aucun bruit. C'est comme ça. J'ai 2 appareils. Maintenant, j'utilise beaucoup des zooms qui sont beaucoup plus légers. OK. Donc, j'ai un appareil avec un zoom de 24 mm à 200 OK. et celui-ci de 180 mm à 600 qui couvre une gamme vraiment complète pour travailler sur le terrain. Quels sont tes sujets préférés au golf? En fait, je vais te poser la question différemment. Aimes-tu mieux photographier des golfeurs ou des golfeuses en action ou des paysages golfiques? Parce que c'est 2 choses complètement différentes. C'est sûr, j'aime mieux couvrir la LPGA. Okay. Parce que souvent, les filles ont les cheveux longs et qui font des swings avec les cheveux qui vont au vent. Oui, plus, tandis que les golfeurs, maintenant, je trouve que c'est beaucoup aseptisé. Il n'y a pas beaucoup de caractère des John Daly à l'époque. Tu sais, c'est sûr quand on le suivait, il y avait des possibilités. Camillo Villegas qui faisait l'araignée. Ah ben oui! Ça, tu vois plus de trucs comme ça. Lee Trevino, qui était un peu le clown. C'est difficile d'avoir des photos un peu cocasses. Oui, je comprends. Te souviens-tu de ta première affectation majeure de golf? Oui, c'était le tournoi Peter Jackson. Vallée du Richelieu. Cigarettier, ça, Peter Jackson. Oui, à l'époque, ben oui. C'était oui. Dumouriez qui commanditait par la suite le golf des femmes, beaucoup à Beaconsfield. Okay. Il y avait beaucoup, à chaque 2 ans, les LPGA venaient au Québec à l'époque. Okay. Le premier, Vallée du Richelieu. 1979. 1979. Jocelyne Bourassa jouait. Oh, wow. C'est Amy Alcott qui avait gagné le tournoi. Quand même. C'était mon premier tournoi majeur, mais par la suite, j'ai couvert les golfeurs québécois. Oui, parce que dès l'année suivante, 1980, si je te dis un nom, Jack Nicklaus, oui. Tu l'as eu devant ta lentille. J'étais là, même à l'époque, j'étais au Courrier du Sud, j'avais réussi à avoir une accréditation et j'étais allé couvrir ça. J'ai des diapositives de Jack Nicklaus et d'autres golfeurs de l'époque, Tom Watson. Pour les plus jeunes, là, des diapositives, là, c'est des petits plastiques, puis à l'intérieur, il y a comme une petite pellicule, puis il faut regarder à la lumière la photo. Et il n'y avait pas de marge de manœuvre. Non. Fait que là, tu t'imagines, tous les appareils manuels, il fallait que tu exposes comme faut. Tu envoies le film développé et là, tu reçois ton 36 poses pour voir si ta photo est en foyer et si elle était bien exposée. Eh boy! C'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Oui, parce que là, on monte à 1980, on est loin du web, on est loin du numérique, on est loin de tout ça. Mais je reviens à ce que tu disais, il y avait quand même des personnages dans le monde du golf. On parlait de Nicklaus. Bob Gilder a gagné à l'Omnium canadien en 1980 au Royal Montréal, mais Lee Trevino aussi était là. Oui. Alors, il te donnait de la viande comme photographe, là. C'est ça. C'est difficile d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire parce que souvent, les golfeurs sont très sérieux, à moins de gagner où il y a une très bonne réaction, mais autrement, ils ne feront pas de folie. À l'époque, Chichi Rodriguez qui faisait une espèce de mouvement. Mais tu sais, c'est rare qu'on va voir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire.
C'est drôle que tu me rappelles Chichi Rodriguez. Mon premier set de bâton à vie, c'était un set Chichi Rodriguez. Alors, merci du rappel. On va passer de 1980, on va rester au Royal Montréal, on va se transporter 17 ans plus tard. Si je te dis Tiger Woods, qu'est-ce que ça te rappelle comme souvenir? Ça me rappelle que c'est la première fois qu'il n'avait pas fait la coupure. C'est la première fois que je l'ai photographié, évidemment. Ouais. Je me souviens aussi que Stéphane Talbot avait fait la coupure. Ah ben non seulement il avait fait la coupure, il était sur la première page des meneurs après les 18 premiers trous. Fait que c'était un bon souvenir couvrir Tiger Woods. Il commençait à être très connu, évidemment. Oui. Il avait déjà gagné, il avait déjà un Masters derrière la cravate. Parce qu'en 97, avril 97, il venait de gagner le Masters. Puis quelques mois plus tard, il s'est présenté au Royal Montréal avec, bien sûr, cette aura de jeune nouveau. C'est comment photographier Tiger Woods? Parce que tu l'as vu et couvert à quelques reprises oui, à depuis. quelques reprises. Il est revenu en 2001. Il est venu à la Coupe des présidents aussi plus tard. C'est comment comme sujet, Tiger Woods? Bien, c'est sûr, c'est comme plus grand que nature, Tiger Woods. Là. Tu veux photographier Tiger Woods, là, peu importe ce qu'il va faire, tu le suis. C'est Tiger Woods, là. Il n'y en a pas de... Il y a eu Jack Nicklaus, mais après ça, c'est sûr que Tiger Woods, avec sa carrière qu'il a eue, c'était vraiment le golfeur à suivre. Tu as eu la chance donc de photographier cette belle époque-là. On n'a pas le choix de réaliser que Tiger est sur la pente descendante. Mais tu as quand même eu l'opportunité de couvrir des moments historiques, des moments marquants, puis aussi dans une forme de progression. Parce que tu as eu l'opportunité de voir la naissance golfique d'une jeune prodige canadienne, Brooke Henderson. Oui. Je me souviens très bien, pas loin, à Belleuil. Elle avait remporté, à l'époque, c'était le Future Links, organisé par Golf Canada, et avait même gagné le junior et plus âgé. C'est elle qui avait joué le mieux, même si c'était dans les plus jeunes joueuses. Fait que j'ai une photo d'elle avec ses 2 trophées. Déjà, alors qu'elle était toute jeune, là, même pas professionnelle encore. Non. Elle était, je sais pas, elle était adolescente, là. Mais son talent était clairement là, tant et si bien qu'on se transpose plus tard, dans les années 2018, tu as la chance de couvrir un événement pour Golf Canada, tu es à Regina. Oui. Et la même Brooke Henderson a marqué l'histoire à ce moment-là. Oui, c'est elle qui avait gagné le tournoi de LPGA. Là. Je me souviens très bien à quel terrain, puis ses parents qui l'entouraient après, que sa mère pleurait. J'étais content d'être là parce que c'était la première Canadienne depuis Jocelyne Bourassa à remporter l'Omnium canadien. C'est ça. C'est un bon sujet, Brooke Henderson. Il me semble qu'on la voit souvent souriante, naturelle, avec un élan qui est bien à elle aussi. Comment tu la qualifierais comme sujet? C'est un très bon sujet. C'est vrai qu'elle est très souriante. Je trouve que les femmes, par rapport aux hommes, sont beaucoup plus relaxes. Ils sourient beaucoup plus. Disons, c'est sûr que les hommes frappent plus fort, mais c'est pas important en photo. Tu sais, nous, on regarde la joueuse ou le joueur, mais on ne regarde pas où est la balle. On regarde pour aller se diriger vers le vert. Après, là, on demande aux gens, sa balle, on s'installe de façon à être toujours face aux joueurs. Oui, exact. Mais autrement, c'est pas important, la distance sur le coup. Là. Ouais. Je veux qu'on reste dans les moments marquants parce que il y a presque un an, tu as eu l'opportunité, encore une fois, de voir un exploit canadien hors du commun, tellement marquant que même que l'Omnium canadien a changé son logo. Tu as assisté à la victoire de Nick Taylor en prolongation. Tu as pu saisir le moment. Raconte-moi comment tu as vécu ça personnellement. Bien, c'était le 4e trou de prolongation. Fait que plus ça allait, plus il faisait noir. Il était passé 20 heures. Là. Fait que là, sur mon appareil, je grimpais le ISO. Je me suis installé pour son putt. Qui aurait cru qu'il aurait réussi un putt de 72 pieds? Je photographie, il lance son putter, l'accolade avec son cadet. Et là, je continue à photographier. Tout à coup, Adam Hadwin arrive sur le terrain pour asperger et il se fait ramasser par un gardien de sécurité et j'ai capté la scène. J'aurais pas cru que j'aurais eu 2 photos vraiment mémorables sur la même séquence pendant la célébration avec son cadet. Puis ensuite, le plaqué au champagne. Il est arrivé devant mon appareil. C'est quel hasard. Il y a beaucoup de photographes qui étaient là, mais c'est pas tout le monde qui l'a eu parce que l'angle où j'étais était parfait. C'est intéressant comment tu le racontes parce que tu revis très bien le moment à travers tes photos, mais quand tu es derrière ton appareil puis que ça se passe,
As-tu le temps de vivre l'émotion ou pas du tout? Ben, c'est arrivé, j'ai eu de l'émotion, mais là, tu peux pas avoir d'émotion. Tu sais, tu captes, tu continues parce qu'avec le numérique, tu peux des centaines et des centaines de photos. T'en mitrailles, là. Je regarde pas ce que je fais, tu sais, jusqu'à la fin. Puis là, tu vois le plaqué qui arrive rapidement. Ça se passe tellement rapidement, c'est qu'après, tu regardes un peu tes photos, tu regardes sur ton ordinateur vraiment. Puis c'était une très belle surprise, disons. Ben, je comprends. Il y a l'effet surprise, mais quand tu es en analyse de photos puis tu sais que tu viens de vivre un moment historique comme la victoire de Nick Taylor, as-tu une forme d'excitation à l'idée d'aller observer tes photos, de les travailler, de les envoyer? Comment ça se passe? Hey les amateurs de golf, vous avez envie, tout comme moi, de découvrir les plus beaux parcours de golf au monde? Ben avec Gendron Golf, vous avez l'occasion de réaliser le voyage de golf de rêve de votre vie, que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore sur les verts prestigieux des parcours américains ou encore les parcours incontournables en Europe comme par exemple au Portugal, en Espagne, en Irlande et plus encore. Restez donc à l'affût des dernières nouveautés. Leur équipe vous proposera bientôt de nouvelles destinations et des expériences golfiques originales et diversifiées qui sauront plaire à tous. Et profitez de l'offre de voyage de groupe de Gendron Golf pour jouer avec certains des pros et des personnalités les plus réputées au Québec. Et pour un forfait individuel sur mesure, Gendron Golf prend soin de chaque détail et s'occupe même de réserver vos temps de départ selon vos préférences. Alors découvrez tous les détails sur gendrongolf.com et merci à Gendron Golf de supporter notre podcast Golf le Monde. Dès le départ du projet Golf le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici, question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox. Pour tout connaître de nos produits Golf le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de t-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. Il y a l'effet surprise, mais quand tu es en analyse de photos puis tu sais que tu viens de vivre un moment historique comme la victoire de Nick Taylor, as-tu une forme d'excitation à l'idée d'aller observer tes photos, de les travailler, de les envoyer? Comment ça se passe? Bien, c'est sûr, tu es excité parce que tu te doutes que tes photos sont bonnes. C'est un moment mémorable dans tous les sports là, que j'ai la chance de le vivre, mais je le vis derrière l'appareil. C'est pas comme si j'étais spectateur. Là. Ah oui. Mais c'est vrai que j'ai eu des émotions là, sur des événements, entre autres avec Jean-Luc Brassard en fin de carrière, que tu le vois complètement défait. Tu sais que c'est la fin. Là, ouais. C'est sûr, c'est difficile, mais il faut continuer à prendre des photos. C'est clair. Mais un autre exemple, c'est quand Mike Weir était près de la victoire avec Vijay Singh. Ça faisait 50 ans qu'un Canadien à Glen Abbey qui n'avait pas gagné, et j'étais là. Et j'ai la photo du grand Vijay Singh et Mike Weir qui est à côté, penché, qui donne la main. Cette photo-là était au Temple de la Renommée à Toronto. Incroyable. Fait que là, ça peut être un moment mémorable. Bien, c'est intéressant parce qu'effectivement, à ce moment-là, Mike Weir aurait pu s'inscrire dans l'histoire comme Nick Taylor le fait en 2023. Il a fallu attendre plusieurs années. Et comble de hasard, Mike Weir a été témoin de la victoire de Nick Taylor l'année passée. Parce que qu'on le veuille ou non, en fait, je ne veux pas dire que c'est certain, mais Nick Taylor va être probablement parmi les choix de Mike Weir pour la Coupe des présidents qui va être présentée cet automne au Royal Montréal. C'est vraiment intéressant, Bernard. Je veux qu'on continue à parler de différents événements que tu as eu la chance de voir et de couvrir. Il y en a moins qu'il y en avait parce que j'ai l'impression qu'on a brûlé la formule au fil des ans, mais pendant des années, on a présenté à travers le pays les Skins Games, des compétitions à 4 joueurs où on joue pour un montant d'argent à chaque trou. Et tu as eu la chance d'en couvrir plus d'un. Comment c'est différent couvrir un Skins Game qu'un tournoi régulier ou que... C'est plus facile parce que tu suis un quatuor, puis il y a plus d'interaction entre les gars, ils se taquinent un peu, il y a plus d'émotion sur le coup, tu sais, il y a beaucoup de sourires. Je trouve ça intéressant parce que ce n'est que 4 joueurs à photographier. Puis il y a beaucoup d'interactions entre chacun d'entre eux. On va se tirer la pipe, on va se narguer un petit peu. C'est ça. Tu as été présent lors d'un Skins Game-là. Point tournant également, on a parlé de Mike Weir en 99 à Tremblant. Oui.
il a vécu l'espèce d'émergence d'une carrière. Il avait gagné précédemment, mais c'était le début là, d'une ascension fulgurante pour lui. Il était là. Oui, il avait gagné cette fois-là, je pense, Oui. la majorité des skins. Oui. Il y avait John Daly, entre autres, David Duval et Fred Couples. Ça Ouais. se passait à Tremblant, sur le Diable. Là. Exact. Quand même un beau parcours à photographier, Oui, ça oui. aussi. Là. Pas facile parce qu'il est très côteux. Là, Ouais. là changement de sujet, j'appréhende un peu Hamilton pour l'Omnium canadien Ouais. car c'est un terrain très vallonneux. Tu as une idée du nombre de calories que tu peux brûler d'une journée? Je ne sais pas, mais je sais que celui-là, ça va être assez dur physiquement parce qu'on fait des allers-retours à la salle de presse. OK. Autre événement marquant que tu as eu la chance de couvrir pour la première fois, et je pense la seule fois, tu es allé à Augusta National au tournoi des maîtres en avril 2023. Raconte-moi dans quelles circonstances ça s'est présenté, quel était ton mandat et qu'est-ce qui t'a fait triper là-dedans? Bien, j'ai eu la chance d'être invité. Oui. Et il me disait, on t'invite, on te fournit l'hébergement, il faut que tu te rendes, tu prends ta voiture, tu loues une voiture, ton vol, puis en échange de photos. Donc, j'ai eu un billet pour du lundi, mardi et mercredi. Donc, accréditation pour les 3 premières journées. Mais en fait, tu n'as pas d'accréditation. Parce que j'aurais pas pu faire de photos parce que je n'avais pas l'accréditation du jeudi au dimanche. Je comprends. Donc, du lundi au mercredi, comme tous les tournois de la PGA, les gens peuvent apporter l'appareil photo. OK. Mais quand le tournoi commence, les appareils photos sont interdits. Et même à Augusta, les cellulaires sont interdits. Bon. Donc, il n'y a pas de tant de gens qui ont des appareils photos. Et même les photographes accrédités sont à l'extérieur des cordes. C'est le seul tournoi où les photographes n'ont pas accès à l'intérieur des cordes. Ouais. Alors, le défi est différent, j'imagine. Là. Bien, c'est beaucoup plus difficile pour les photographes de couvrir un tournoi comme ça parce qu'ils n'ont pas accès à l'intérieur. Ouais. Fait qu'il y a quelques photographes que j'ai rencontrés que je connaissais. Puis, j'ai vu Tiger Woods. Fait que je me suis installé, je l'ai attendu. En plus, il jouait avec Fred Couples, entre autres. Ouais. Fait que j'ai eu des photos des deux. Fait que les 3 jours, j'ai fait le petit par 3 Concours de par 3, ben avec oui. les enfants, qui est tellement quand même intéressant. agréable à photographier. Fait que j'ai eu la chance d'être là du matin en fin de journée pendant 3 jours. Puis faire des photos, c'est ce que j'aime vraiment. Bien, c'est clair. Qu'est-ce que tu as aimé d'Augusta National? Parce que il y a plusieurs Québécois, Canadiens qui sont allés là-bas. On a entendu toujours de belles histoires. On a l'impression que c'est un jardin botanique, que c'est merveilleux, que c'est unique en soi. Comment, tu sais, tu portes d'ailleurs même un beau chandail d'Augusta National. Qu'est-ce qui ressort de ton expérience? Mais je dirais que c'est l'organisation. Là. C'est vraiment que tu arrives très tôt le matin, 5h30, 6h, te stationner. C'est immense, les stationnements. Il y a des gens partout pour te stationner. À l'entrée, comme il est tôt, tu attends en ligne. Tu te fais fouiller, mais il y a tellement de guérites, là. Ça roule, vraiment, tout roule. Là, tu arrives sur le terrain. Mais là, il y a la fameuse boutique immense que tu n'as pas le choix d'aller. Les kiosques de nourriture où les prix sont ridicules. Oui, ils sont fixés dans le temps. Hein? L'inflation n'a pas touché ces prix-là, on dirait. Les fameux sandwichs au piment, là, au pimento, qu'ils appellent, à 1,50 $. Mais c'est fou comment c'est bien organisé. Puis le terrain, tu arrives, c'est vaste. Fait que tu peux circuler assez librement entre les trous. Même pendant les premières journées, il y a une foule incroyable. Ouais. Je ne sais pas le nombre de personnes qui sont admises, mais je suis vraiment chanceux d'avoir eu un billet qui se vend à 100 $. Si tu as la chance d'en avoir un, parce que j'ai parlé à des gens qui en avaient acheté à 800 $. Oh, quand même. Fait que s'il y a dans les tirages, mais la personne qui m'a invité avait accès à plusieurs billets. OK. Donc, puis, arrivais-tu là avec des attentes démesurées? Est-ce que ça a été plus beau que tu pensais en termes d'effet wow de parcours de golf? C'était quoi ton regard là-dessus? Bien, c'est sûr que ce qui monte à la télé, c'est vraiment beau, mais l'an dernier, les fleurs n'étaient pas aussi fleuries que ce que l'on voit normalement. Mais c'est magnifique, la pelouse. Écoute, c'est la perfection. Il n'y a pas de câble de télé comme il n'y a rien de visible, là. Non, non. Tu sais, tu as les caméras qui sont installées dans des tours, mais c'est comme des tours permanentes là-bas. Tu sais, il n'y a pas... en fait, c'est le seul tournoi majeur des 4 qui est toujours présenté au même endroit. Donc, les installations sont permanentes. Sont là, permanentes. Tu sais, tandis qu'un tournoi local, bien, il y a des câbles de télé. Il n'y a pas... Il y a des... Mais tu sais, c'est comme la perfection. Je pense pas qu'il y ait un terrain qui puisse avoir... cette perfection-là. Non, c'est clair, c'est clair. Quand tu te présentes dans un tournoi, que ce soit de la LPGA ou du PGA Tour aux Omnium canadiens,
Évidemment, tu n'as pas à suivre l'actualité comme lorsque tu étais à la presse. On s'entend que ton mandat n'est pas du tout le même. Alors, c'est quoi ton mandat principalement? Bien, j'arrive toujours le dimanche, la veille. L'an dernier, à Vancouver, pour les femmes, il y avait des petites compétitions pour juniors. Fait que j'ai photographié ça. Il y a beaucoup d'arrière-scène, les boutiques, un peu de tout. Puis dès que le tournoi commence, le jeudi, j'ai le mandat de photographier tous les joueurs canadiens. OK. Donc, ils ont besoin de tous les joueurs en banque. Parce qu'il y en a, la majorité ne feront pas la cote. Ben, le vendredi, exactement. Donc, C'est ça. s'il y Fait a que le 15-20 jeudi, joueurs, ton mandat, c'est de dire, OK, on fait le tour. je fais les golfeurs sur un tee-off. Là, Ce qui est difficile, c'est d'avoir un beau tee-off avec rien en arrière-plan. Là. OK. Ça, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a des trackers, il y a de la publicité. C'est difficile d'avoir un... spectateurs, je veux dire. Oui, ou les gens qui les pancartes jaune-orange, c'est le pire. Quand ils disent ta balle, tu sais, ils font signe, la balle est par là. À droite ou à gauche, là, tu des veux signaleurs. Pas avoir les signaleurs, tu ne veux pas avoir le golfeur avec la pancarte dans les mains. OK. Fait que quand tu en as 21 photographiés, tout va bien, d'un coup, hop, là, ils changent de bord, ils se placent devant. Fait que ça, c'est un peu frustrant. Fait qu'on essaye de faire déplacer les gens. Comprends. Mais c'est beaucoup de travail les 2 premiers jours, puis si j'essaye d'avoir le leader, mais le samedi, dimanche, évidemment, je me consacre plus au leader, aux Canadiens qui restent en jeu aussi. Ah, c'est intéressant. C'est-tu plus facile, c'est drôle comme question, c'est-tu plus facile de prendre des photos des golfeurs sur les terres de départ, dans les allées ou sur les verts? Y a-t-il une... Bien, le terre de départ, évidemment, d'avoir un excellent arrière-plan, c'est ce qui est le plus difficile maintenant. Ouais. Puis la lumière change. Fait que tu veux pas avoir des photos à midi parce qu'ils ont des casquettes, tu vois pas les yeux. Non, fait que donc, on le fait tôt le matin ou en fin de journée. C'est clair. Puis sur le verre, bien, il y a des réactions parfois. Oui. Il faut être là pour le 18e trou, évidemment. Exact. Plus ton mandat, c'est la cérémonie de clôture, j'imagine. Je fais toutes les photos, c'est moi qui est le photographe officiel. On a une liste de choses à faire avec le président du tournoi, avec les bénévoles, avec ci, avec ça. Il y a comme 15 photos, le gagnant avec telle et telle personne. Okay. Il n'y a plus personne dans les estrades, puis on continue à faire des photos du gagnant. Là, à ce moment-là, c'est plus facile de faire des photos sans mauvais arrière-plan. Tu choisis ton arrière-plan, littéralement. Disons que les gens de Golf Canada clairent l'arrière-plan là, dans le fairway. C'est intéressant, ce mandat professionnel-là, Bernard. Tu as fait quoi, plus que 30 croisières dans ta vie? Tu as fait le tour du monde. Tu es allé en Antarctique. Mais tu as fait aussi beaucoup de voyages de golf. Et moi, j'ai envie de savoir... Qu'est-ce que tu planifies quand tu fais un voyage de golf? Est-ce que tu as quelque chose en tête, une destination, il y a des choses particulières que tu veux voir quand tu décides de partir dans un voyage de golf? Bien, maintenant, parfois, j'accompagne des groupes au voyage Gendron. Oui. Donc, il y a quelques mois, en République dominicaine. Oui. On était 2 accompagnateurs. On gérait le groupe, fait que ça nous permettait de jouer en même temps. Okay. Donc, je ne choisissais pas, évidemment, la destination. Mais j'ai fait des photos de tous les clients, en plus des photos de drone que l'agence peut se servir pour faire de la promotion. Je comprends. Donc ça, c'est un voyage un peu de travail. Mais oui. Si je vais souvent avec des amis, j'aime bien l'Arizona parce que c'est tellement spectaculaire au niveau visuel. C'est pas moi nécessairement qui choisis les terrains. Tu sais, j'ai pas de parti pris pour un tel ou tel terrain. Mais là, on a découvert un voyage, on était 2, on a fait un road trip, on a commencé par le Utah, Mesquite, Nevada, Utah, ensuite Palm Springs, Californie, et pour terminer à Scottsdale, Arizona. Quand même, c'est une belle run, ça. Ça, c'était des terrains parmi les plus spectaculaires. Vous êtes parti quoi, 2 semaines, 10 jours? 14 jours. 14 jours. Oui. Parle-moi du Utah, parce que j'ai eu la chance d'y aller, puis pour vrai, pour moi, ça m'apparaît comme méconnu, puis c'est tant mieux comme ça, oui. Mais c'est une super destination pour le golf. Parle-moi-en pour la photo, parce que c'est un état de contraste. Oui. Est-ce que ça a bien punché au niveau visuel pour toi? Bien, on pense Utah, on pense ski. Oui, ben c'est sûr. La plus belle poudreuse, Champagne Powder. Mais pour le golf? Pour le golf, j'ai été agréablement surpris. On demeuré à Mesquite, oui. Nevada. Donc, 1 heure de route jusqu'à Saint George. Et Hurricane, le premier terrain, wow, j'essaie de me souvenir du nom.
C'était-tu Sand Hollow? Vous avez fait Sand Hollow? Oui, c'est celui-là avec le trou numéro 13 qui est le long d'une falaise. Exact. Mais c'est dans la ville de Hurricane. OK. Fait que Hurricane, c'est pas mal de vent. Oui, exact. Et j'étais en Bermuda, mais j'avais un genre de polar sur le corps et une tuque parce que c'était pas très chaud. Mais j'ai fait du drone, mais disons que j'étais à 15-20 mètres de haut, puis j'avais dans mon écran vent violent. Fait que j'ai réussi à faire du drone, mais c'était tellement spectaculaire, le trou qui longe une falaise. Ah oui. Wow, j'étais vraiment... En fait, cet endroit-là, c'est vraiment moi, le contraste de la terre rouge, le gazon vert, Oui. avec de l'immensité à perte de vue. Moi, ça s'inscrit assurément dans des beaux parcours que j'ai vus dans ma vie. Bien, les montagnes au loin. Exact. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont regarder le podcast qui vont dire « C'est vrai, des fois, ça ne sort pas comme on veut, mais as-tu quelques trucs à nous donner pour réussir des belles photos de golf? » Oui, mais c'est une question de lumière, la photographie. C'est toujours, tu regardes la lumière, le décor. Même si tu travailles de façon automatique, maintenant, les appareils sont performants, mais moi, je travaille toujours de façon manuelle. Oui. Mais de bonnes photos, c'est de regarder l'arrière-plan. C'est important. Son sujet principal, évidemment. Puis la lumière, si tu regardes la façon, tu peux... Mettons, tu fais des photos de golfeurs, tu regardes les trous où ils sont dans la plus belle lumière. Oui. Préfères-tu le début de la journée, fin de la journée? Il faut éviter peut-être le milieu de la journée pour des photos? Pour les photos de golf, évidemment, c'est tôt le matin. Souvent, je faisais mes photos de drone au lever de soleil. OK. Parce que plus le soleil monte, il y a les longues ombres Les qui ombrages, donnent. ben oui. C'est très beau sur le golf. Et en fin de journée, c'est un peu le même principe. La rosée en moins. La rosée en moins souvent, ça peut donner des effets intéressants. Ouais. Mais là, j'ai le temps, je peux me permettre, je préfère faire des photos drone que pratiquer avant de jouer. Ça, c'est certain. Ah, t'es-tu sérieux? J'arrive sur le tee-off, je n'ai pas pratiqué. J'ai fait mes photos. Je suis content d'avoir fait des photos à des terrains que j'aime. Ensuite, je les diffuse sur Instagram. Puis même, il y a 3 terrains de golf qui ont vu mes photos qui étaient intéressés. Ah, c'est cool, ça. Ta destination que tu as faite de golf préférée dans le monde, c'est quoi? Je dirais que c'est l'Arizona. Je suis allé à Tucson puis à Scottsdale plusieurs fois. Oui. C'est un incontournable là, pour les golfeurs. C'est sûr que Palm Springs, je veux retourner. J'ai fait beaucoup la Floride, Orlando, qui a une multitude de terrains, qui est quand même très abordable, pas très compliqué. Tu peux avoir des départs... des départs vraiment, et des vols directs aussi, ça peut être vraiment effectivement, là, ceux qui n'aiment pas faire de l'avion, Orlando, c'est une destination pas très compliquée. Il y a Myrtle Beach, où c'était mes premiers voyages de golf avec mes parents. Ah oui? J'étais jeune adulte et on est allé en voiture. À l'époque, Myrtle Beach, c'était la Mecque du golf, qui est encore possiblement... Il y a encore des centaines de terrains. Il y en a fermé malheureusement plusieurs, mais il y a encore un très beau choix de terrain. J'allais avec mes parents en voiture. On pouvait profiter de la mer et du golf en même temps. Ouais. Une destination qui est sur ton bucket list, qui n'a pas été encore vue, golfée, photographiée, ce serait quoi? Je suis allé en croisière en Écosse, mais vraiment, ce serait la destination pour aller jouer au golf. Pour une de tes prochaines dans ton bucket list, dans tes prochains J'aimerais séjours? bien aller cette année à l'automne. Je te le souhaite, Bernard. C'est tellement... Moi, j'ai eu la chance d'y aller en mars dernier pour la première fois. On dit de l'Écosse, c'est le home of golf. C'était vraiment, une espèce de ressourcement. C'est-à-dire, tu vas là où le golf est né, littéralement. C'était pas des conditions parfaites, mais écoute, j'ai pensé à tous mes amis golfeurs, puis je me dis, je vous souhaite l'Écosse au moins une fois dans votre vie, parce que c'est ça, c'est vraiment... j'imagine que tu vas sortir de là avec des photos mémorables, j'ai pas de doute là-dessus. S'il n'y a pas trop de vent, je vais utiliser le drone, ça c'est sûr. Bernard, en terminant, j'aimerais savoir comment on va te suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois, aussi tes réseaux sociaux. Je pense que tu es sur Instagram aussi. Instagram, Bernard Brault, LinkedIn, Facebook, mon nom, Bernard Brault tout court. Là. Je dépose des photos régulièrement de ce que je fais. Ouais. Et je continue à avoir des contrats. Je vais faire l'Omnium canadien de golf à Hamilton, le Grand Prix du Canada en juin que j'ai... Un autre? Oui, je suis le seul photographe professionnel à avoir couvert tous les Grands Prix depuis 1978. My God. Ensuite, il va y avoir un gala de boxe casino, les Olympiques à Paris. Il va y
pour avoir d'autres événements de golf et ainsi de suite, en plus des photos au tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine pour l'évolution des travaux. Bon, ça, c'est du sport un peu différent. C'est très différent. Bernard, merci d'avoir accepté notre invitation. Puis on va continuer de rêver à travers tout ce que tu nous présentes, à travers ton œil allumé, ta curiosité, ta passion. Et puis, ben, nous, on va défaire un peu notre salon, puis on va frapper quelques balles dans le simulateur ProSim. Ça te tente? Parfait. Good. Merci, Bernard. Merci. Alors, Bernard, tu es notre participant aujourd'hui pour le challenge. On offre l'occasion à chacun de nos participants à frapper 5 balles sur ce trou normal 3. Et à la fin de la saison, on va faire un grand gagnant, celui qui va être le plus proche du trou. Évidemment, je te souhaite un premier trou d'un coup à vie, mais tu as 5 balles. Et si jamais en cours de route, tu as besoin d'un lifeline, d'aide ou quoi que ce soit, je peux te frapper une de tes 5 balles. OK. Mettons la 5e, si tu en as besoin. Les chances sont bonnes. Ben, les chances sont bonnes. Écoute, ton réchauffement a été excellent. Alors, je vois pas pourquoi ça se poursuivrait pas. Là, c'est plus stressant. Ah, arrête ça. Plus de pression. Tu sais c'est quoi avoir de la pression? Oui, mais en photo, c'est correct. Mais en golf, c'est d'autres choses. Avoir de la pression au golf, là, c'est de gager 10$ avec un adversaire, puis pas avoir 10$ dans les poches. OK. Ça, c'est de la pression. Ah, ça, c'était mieux frappé, je pense. Oh, que c'est beau, ça. C'est beau, Bernard. Bon, ça sent bien. My God. Le 2. Un autre excellent coup. C'est excellent, Bernard. Good show. Il en reste 2. Est-ce que vous avez des abonnements ici? On peut t'organiser quelque chose, je suis pas mal certain. OK. Ça revient un peu. Reste. Wow. OK, 126. Fait Il t'en que reste une dernière. Ouais. Ta frappe? OK. Come on. Mets ça dedans. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ouais, c'est pas si pire. Ben, 120,2 verges. Écoute, t'as brisé la glace de façon extraordinaire. Je pense que c'est les bâtons. T'es notre meneur. Je pense que c'est le bâton. Les bâtons à Daniel, Ah, évidemment. écoute. Bravo, Bernard. Merci. Bien joué. Voilà, c'était notre segment ProSim. Manquez pas nos prochains épisodes pour toute la suite.